Parfait. Donc, on va partir ça. Puis, si jamais l'autre couple se joint, ils vont se joindre. Share Ok, screen. Juste me confirmer que tu vois bien mon écran. oui, c'est bon. OK. So, si je te pose la question, pourquoi investir en immobilier? Qu'est-ce que tu me répondrais? Parce que c'est sûr à long terme. OK. Qu'est-ce qui est sûr? Investir ton argent. Déjà, là-bas, à cause de l'inflation, Mhm. euh, on sait que l'argent, ben, on ne la perd pas. Tant que Ouais. l'argent est à la banque, ça, ça baisse pas, mais à long terme, ça vaut pas la même chose. Donc ça, c'est une des raisons. Ouais. Euh, D'autres affaires, c'est... hum, j'avais vu aussi par rapport au les terrains. Eh? C'est des bonnes réponses, mais il faut que tu reviennes à la base, Jean-Pierre. Quand tu as de l'argent, tu as quatre, en fait, tu as trois choses que tu peux faire avec quand tu as de l'argent. La première, c'est la dépenser. La deuxième, c'est l'économiser. Et la troisième, c'est investir. Laquelle parmi les trois te permet de devenir libre et de t'enrichir? Mhm. C'est laquelle parmi les Économiser et trois? investir. C'est investir. Donc, maintenant qu'on est tous Investir. d'accord que Investir. investir, c'est la seule façon d'y arriver, là, maintenant, il faut réfléchir. C'est quoi mes options quand je veux investir? Généralement, je vais aller soit à la bourse, soit je vais aller en crypto-monnaie, soit je vais aller en immobilier, ou soit je vais investir dans une entreprise ou dans un projet X. On est d'accord. Mhm. Ouais. Maintenant, pourquoi tu choisirais l'immobilier par-dessus les autres? Mais surtout parce que c'est physique. C'est quelque chose qui a la valeur physiquement. OK. Donc, la crypto, la bourse, elle peut disparaître à un moment donné, tu comprends? Exact. Mais le terrain, puis le physique, c'est quelque chose que je trouve que c'est quand même difficile que on te l'enlève, à part si tu payes pas ou des affaires de même. Super. Donc, si on revient, comme j'avais expliqué, il y a quatre façons de gagner de l'argent. Fait qu'avant même de te rendre à dépenser, investir ou encore à économiser, il faut que tu comprennes ton argent vient de où. Option un, tu vas échanger ton temps pour de l'argent, tu es un employé. Qu'est-ce que tu veux? C'est de la sécurité, d'être payé aux 2 semaines. Le travailleur autonome, lui, il échange aussi du temps pour de l'argent. Par contre, tu es ton propre boss, donc tu es indépendant. Mais encore là, tu dois échanger ton temps Mm. pour gagner de l'argent. Quand tu passes du côté entreprise, là, tu bâtis des systèmes, des processus, des opérations, tu engages des employés, des travailleurs pour apporter de la valeur, que tes clients te payent, puis que tu génères des revenus. Ensuite de ça, tu peux décider de devenir un investisseur, faire travailler l'argent et le temps dans le but de générer des revenus. Donc, peu importe le type d'investissement que tu veux faire, il faut se poser la question suivante. Est-ce que en ce moment, je fais preuve d'intelligence financière dans ma décision? Peu importe le véhicule que je vais faire. Donc, peu importe le véhicule que je vais choisir, je dois le comprendre. Qu'est-ce que j'ai compris maintenant? Oups. Qu'est-ce que j'ai compris maintenant, Mm. moi, en immobilier? C'est les 7 concepts suivants qui font en sorte que pour moi, quand c'est le temps de choisir en termes d'intelligence financière comme investisseur, c'est tout à fait logique pour moi de choisir l'immobilier. Donc, si Mhm. Jean-Pierre, tu ne maîtrises pas ces 7 raisons-là, tu vas jamais comprendre le réel pouvoir de l'immobilier. Donc, Fait que, dans ce que tu m'as nommé tantôt, tu m'as dit le contrôle, le numéro 5, dans le sens où c'est quelque chose qui est physique, qui est là, que je peux aller toucher. Est-ce que mes actions de Tesla, je peux les toucher? non, Est-ce que j'ai un contrôle sur ce que Elon Musk va faire?
Non. Voilà. Même chose pour Apple, même chose pour whatever the company. Maintenant, là, il faut que tu ajoutes les connaissances mathématiques à ce que tu avances, Jean-Pierre. Pourquoi Mhm. est-ce que l'immobilier te prend de la valeur? Faut que tu comprennes pourquoi est-ce qu'elle augmente l'appréciation. Fait que si je te pose la question, Jean-Pierre, pourquoi l'immobilier prend de la valeur? Qu'est-ce que tu vas me répondre? C'est non. C'est par rapport au. J'ai vu hier, là. OK? On va mettre un exemple. Jean-Pierre, tu peux avoir combien d'enfants? Euh, ben, ça va dépendre de moi. Exact. Mais mathématiquement, on s'entend que tu peux avoir OK? des enfants illimités. Et limité, ouais, exactement. Parfait. Si tu habites dans un 3,5, puis tu commences à avoir un premier enfant, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, Puis là, tu as un deuxième enfant dans le même 3,5. Qu'est-ce qui va se passer? ah, c'est fini. Puis là, un troisième enfant dans le même 3,5. Qu'est-ce qui va se passer un moment donné? Bordel. Donc, on peut avoir beaucoup plus de gens, mais si on n'a pas plus d'immeubles, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est ce qui fait en sorte que l'immobilier prend de la valeur. C'est parce qu'on ne construit pas assez, ça coûte trop cher pour construire. Donc, s'il y a plus de gens Mhm. qui viennent, plus de gens qui naissent, mais on ne construit pas plus, les prix augmentent. C'est ce qui fait en sorte que l'offre et la demande en immobilier fait en sorte que les prix augmentent constamment. Est-ce qu'il peut y avoir des OK. périodes où ça stagne? Peut arriver, mais techniquement, ton immeuble devrait prendre de la valeur si tu l'entretiens. La seule raison qui fait que techniquement ton immeuble ne prenne pas de valeur, c'est si tu ne l'entretiens pas. Parce que là, quelqu'un doit venir corriger tes problèmes. OK. Généralement, on parle de 2% pire scénario par année. Mais il peut y arriver des événements historiques comme la pandémie, où est-ce que ça prend du 10, 12, 15, 20, 25%. Donc, Mhm. il faut juste comprendre que dans ton pire scénario en immobilier, puis surtout quand tu vas faire tes analyses, Jean-Pierre, on va calculer 2% de valeur sur ton immeuble. Donc, si tu as un immeuble de 100 000, ben, tu fais 2 000 par année. Si tu as un immeuble de 500 000, ben, c'est 10 000, et ainsi de suite. Mais quand tu dis 2000, Euh, c'est des cash flows ou non, c'est exactement là qu'il faut non? bien comprendre l'immobilier. Si tu as un immeuble de 500 000 fois 0,2%, c'est 10 000. Fait que le même immeuble que tu as acheté 500 000, l'année Mhm. suivante, il vaut 510 000. Ça ne dit pas OK. que tu as fait du cash flow ou pas. Ça dit juste que si Mhm. demain matin, tu vendrais ton immeuble ou un évaluateur agréé vient dire combien ça vaut, il va dire 510 000. Ça, c'est le Et pire scénario. je suis en train de regarder, tu parlais des 2%. 2%, c'est 2% la de valeur. 500 000, c'est 10 000. Non, mais le 2%, c'est la valeur qu'elle répand à chaque année, c'est ça? Exact. Ok. Et à Mais en chaque année, fait, mais ça pourrait varier, non? Genre, ça peut varier. C'est pour ça que je dis, nous, quand on fait de la planification, on va planifier le pire scénario. Mon pire scénario, c'est que mon immeuble prenne 2% de valeur. S'il prend plus, tant mieux. Mais quand je calcule puis j'achète un immeuble, je compte dans ma tête que ça prend 2. Mais l'historique de la vie te montre que c'est toujours plus que 2. Mais nous, on est conservateurs. On n'achète pas en spéculation. C'est pas du gambling, qu'est-ce que je te montre. Je te montre comment baser des décisions comme investisseur avec une intelligence financière. Les concepts théoriques que je te montre aujourd'hui, c'est simplement pour améliorer ta compréhension pour que tu sois capable de créer des meilleurs rendements. Donc, tu veux toujours analyser ton pire scénario. Tu veux jamais analyser le best scénario. Donc, l'autre élément qui est excellent en immobilier, puis ça, c'est dans n'importe quel type de véhicule, c'est l'effet composé. Parce que année 1,
ton immeuble, je vais te faire un Excel, je pense que ça va être plus simple. Donc, je pars ici. Oups. Fait que tu as ton prix d'achat. Fait que Jean-Pierre, il achète son premier plex, il le paye 500 000. OK? On te dit, ton pire scénario, c'est 2% de prise de valeur. Ton scénario réaliste, c'est 3%. Puis ton best scénario, c'est 4%. OK? Tu me suis jusque-là? Ah, Donc, année 1, qu'est-ce qui va se passer? 2% euh, de 500 000, j'ai fait 10 000. je vais voir. Si je suis à 3%, je fais 15 000. Si je suis à Mhm, 4%, je fais 20 000. J'ai rien fait, là. C'est pas le cash flow, c'est juste la valeur de mon actif. mhm, Donc, si je décide de revendre, je suis rendu à ça. mhm, Ça va jusque-là? mhm. OK. Bon, ça va. Là, l'avantage qu'on a lorsqu'on est patient, c'est la même chose dans n'importe quel type d'investissement. C'est l'effet composé, the compound effect. Qu'est-ce que l'effet composé vient changer pour toi? C'est que ton année 2, même si tu es à 2% de valeur, c'est pas 2% sur 500 000, Mhm. c'est sur le 510 000. Gracias. C'est sur le 510 000. Donc, ton année 2, tu as fait 10 200 maintenant. Donc, techniquement, la valeur de mon immeuble, c'est ça, plus ça. J'ai un immeuble maintenant qui vaut 520 200. Ok, Donc là, si je fais le même exercice ici, ok. je ne pars pas de 500, je vais partir de 515 à 3%. Et là, au lieu de gagner 15 000, je fais 15 450. Qu'est-ce que ça me donne? 530 450. Et si j'avais pris 4%, c'est de 500 000, de 520 000, c'est 20 800 et j'arrive à 540 000. Donc, ça, c'est mon pire, ça, c'est mon réaliste et ça, c'est mon best. Fait qu'à chaque fois qu'on analyse un immeuble, on se pose toujours la question, c'est quoi la prise de valeur potentielle dans ce secteur-là? Ça se peut que Jean-Pierre, tu me dises, Thierry, dans ce secteur-là, c'est sûr, ça va prendre 3%. Il y a le Carrefour et Aval, il y a le Centropolis, il y a un métro. Je vais te dire oui, Jean-Pierre. Mais nous, on s'en fout. On analyse quand même au pire. Comme Mhm. ça, worst case, tu vas juste être meilleur dans tes chiffres. Mhm. Pas de surprise. Exact. Mais l'affaire Surtout que que... je veux comprendre, Vas-y. l'effet composé, c'est quoi? La troisième année, ça peut monter de plus, genre, mettons le 15 000, le 10 000, 200. Ça peut aller à 10 000. Année 3, on refait le même exercice. 520 200 à 2%. Donc là, tu es rendu à 10 404. Fait que année 1, tu as fait 10 000. Année 2, 10 200. Année 3, 10 400. Excuse-moi. Donc, année 3, j'ai fait 10 400. Là, je suis rendu à ça, plus ça. Fait que ton même immeuble que tu as payé 500 000 à 2% de valeur, il est rendu de 500 à 510, 510 à 520, 200. Troisième année, tu es à 530, 604. Puis encore là, on ne parle pas du cash flow. Ça, c'est ton pire scénario. Si tu as fait mieux, Ah, 3%, tu es rendu là. 15 900.
Fait que tu es parti avec 15 000, Mhm. 15 450, 15 913. Donc, tout ça, déjà, c'est bien la plus-value, mais le fait que ça compound, mais ça va toujours être exponentiel, Jean-Pierre. Ok. And let's say the best of the best, 4%, rendu à 21 000. Mhm. C'est Fait fou, quand même. qu'imagine un immeuble bien acheté. Puis, tu sais, là, j'ai fait l'exercice avec 500 000. Mhm. On peut faire le même exercice, mais avec 1 million. Je comprends maintenant pourquoi un millionnaire est millionnaire. Mhm. N'importe qui fait de l'argent, Jean-Pierre, qui a compris ça, c'est pas sorcier. Tu achètes un immeuble d'1 million, tu fais 20 000 par année sur ta bâtisse, tu n'as rien fait. C'est juste l'effet du temps sur de l'argent. Et tu continues à le laisser travailler. C'est fou. Donc, je peux faire toujours le même exercice, puis ajouter des zéros. Ça, c'est 10 millions. Fait que, tu te souviens, mettons, de quand tu m'as rencontré comme prof à maintenant, là, je suis rendu à 50 millions d'actifs. Fait que qu'est-ce qui m'arrive par année dans mon pire scénario? Ouais. Je fais 1 million. Fait que de maintenant, si j'arrête tout, je garde mes actifs tels quels, je vais faire 1 million de valeur. Je te parle pas de cash flow, je te parle pas de refus, juste de valeur. Je fais 1 million, mais ce million-là, l'année suivante, fait 1 million 20 et 1 million 40 et sans arrêt. Donc, même si les prix augmentent, je suis protégé parce que j'ai des Mhm. actifs qui eux aussi prennent la valeur. Le problème des gens qui ne comprennent pas ça, c'est qu'eux, ils pensent que l'argent existe. Donc, ils s'attachent à de l'argent dans un compte de banque. Mais cet argent-là perd de la valeur. Il n'est pas en train de gagner. Et tu ne pourras jamais, en économisant, rattraper ça. C'est impossible. Oh. Donc, pour toi qui débute, il faut que tu comprennes réellement pourquoi je vais investir en immobilier puis pourquoi c'est bon. Parce que là, ce qui se passe, c'est que Jean-Pierre, tu as compris que dans ta situation, ça ne fonctionne pas. Travailler pour l'argent, là, tu as compris. Fait que là, tu t'es dit, shit, dans quoi je peux investir? Parce que c'est pas en économisant et en échangeant mon temps que je vais y arriver. Là, tu t'es dit, fuck, l'immobilier a prouvé à travers le temps que beaucoup de gens se sont enrichis. Tu as vu peut-être des gens autour de toi qui ont commencé à acheter, tu as vu mon parcours, puis je vous en parlais depuis jeune, right? Mhm. Donc là, tu t'es dit, OK, j'ai confiance que l'immobilier est un bon véhicule, mais là, tu ne le comprends pas. Là, une fois que tu vas comprendre le véhicule, Jean-Pierre, là, c'est fou qu'est-ce que tu peux faire. Parce que tu vas faire ta première transaction pour toi, mais qu'est-ce qui va se passer avec tout le monde autour de toi qui ne comprennent pas? Ils vont dire, oh shit, comment lui a fait? Et là, ils vont commencer à s'intéresser. Et là, ça devient éventuellement tes partenaires. Parce que si tu veux faire du 50 millions de projets, ça ne Ils vont sera pas se juste dire avec comme ton il a argent, Jean-Pierre. fait. Mhm. Ça a coupé, vas-y. Non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Parfait. Non, je suis d'accord. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. J'ai regardé ça hier. Excellent. Donc, ça ici, est-ce que la plus-value, maintenant, tu comprends bien? C'est quoi la plus-value avec l'effet composé du temps sur l'argent? OK. Donc, maintenant que l'avantage numéro un y est compris, on passe à l'avantage numéro 2. La capitalisation. C'est quoi ça, la capitalisation, puis pourquoi c'est fort en immobilier?
Est-ce que tu as déjà entendu parler, Jean-Pierre, de la capitalisation? OK. Alors, quand on achète un immeuble, on va aller chercher une hypothèque. Tu es d'accord avec moi? Donc, mettons, je veux un triplex. Toi, tu habites où à Jean-Pierre à Laval? 109. Saint-Léonard. On va dire, je veux m'acheter un triplex à Saint-Léonard. OK. C'est environ entre 1 et 1,2 million. Fait que, mettons, lui, il est à 1,3. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je décide d'acheter cet immeuble-là, OK, on m'a dit qu'il était 1 299 000. Mettons que je décide de mettre 20% de mise de fonds. Je vais mettre mon prêt sur 30 ans. 4,5%, c'est réaliste. J'ai 5 240 d'hypothèque à tous les mois. Tu me suis jusque-là? Mhm. Fait que j'achète cet immeuble-là, je mets 20% de mise de fonds, j'ai 5 240 d'hypothèque. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, donne-moi 2 secondes. Oui, vas-y, je te donne 200. Allô? Ouais, je m'oubliais parce que je suis un client. Et je Ouais. t'écoute, Terry. Dis-moi. Alors, je disais, on a un triplex à Saint-Léonard, OK? Ah, Tu avais 260 000 de mise de fonds, donc 20% du prix d'achat ici. Tu l'as mhm. acheté. Maintenant, tu as une hypothèque qui te coûte à tous les mois 5 240. On est d'accord qu'à chaque fois que tu Sûr. vas faire un paiement sur ton hypothèque, la banque, elle a une partie qui est de l'intérêt et il y a une partie qui est du capital. Donc, le capital, il t'appartient à toi. Donc, après avoir fait tes paiements, l'année 1, tu as fait 16 507. Pourquoi? Parce que ta dette, elle a diminué. Donc, ça, c'est du capital que tu gagnes et que, idéalement, c'est tes loyers, 49 464, qui couvrent ton hypothèque. Donc, dans ce cas-ci, à Saint-Léonard, c'est un des défis qu'on a. Parce que tu vois, tu as un immeuble à 1 299 000, tu dois mettre 260 000 de mise de fonds, ça te coûte Mhm. 5 240 par mois sur 12 mois. Donc, tu as payé 42 680 d'hypothèque, moins tes revenus, tu as collecté 49 464. Fait que tu vois, 13 416. Ça, c'est ce que ça t'a coûté. Puis là, j'ai même pas parlé des taxes, etc. Fait que l'immeuble ne se paye pas tout seul. Mais si j'ajoute maintenant la capitalisation, techniquement, j'ai fait presque 17 000. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, finalement, j'ai fait du cash. J'ai fait 3 584. Je te montre un autre exemple.
Ça, c'est un immeuble de 4 logements que j'ai analysé, qui était sur le marché à Montréal. Fait qu'on voit ici, le prix d'achat, c'était 899 000 pour un quatreplex. J'ai mis le minimum de mise de fonds, 10%. J'avais des paiements de 4 269 d'hypothèque, ce qui représente 51 000 d'hypothèque par année. Juste mes loyers ramènent 59 000. Donc, l'immeuble cash on cash, déjà là, il se payait presque. Mais en plus de ça, j'ai 15 949 qui est venu diminuer mon hypothèque. Donc, finalement, je fais 1113. Donc, la plupart des investisseurs qui débutent, Jean-Pierre, vous regardez seulement le cash on cash. Vous regardez les dépenses, puis vous regardez les revenus. Mais c'est pas ça l'immobilier. Il faut que tu regardes la capitalisation. À tous les mois, comment est-ce que ma dette, elle progresse? Comment tu fais ce calcul-là? À travers ton hypothèque ici, tu peux venir utiliser ce site-là pour venir voir comment ton hypothèque travaille. Donc, je prends le chiffre ici, 835 800. Pardon. Je pense que tu as une question, mais ça coupe un peu. Au pire, si tu veux, quand ça coupe, écris-moi dans le chat. C'est plus simple pour que je puisse te voir. 135 800. 3969. 14 828. Alors, je m'excuse, hein. Le problème. J'aime pas. Oui, Fait je que je te suis. reviens sur le concept capitalisation. Donc, Mhm, j'ai acheté l'immeuble, j'ai mis le minimum de mise de fonds, je suis allé chercher mon hypothèque qui, maintenant, incluant ma prime, elle est 835 800. À tous les ok. mois que je vais faire un paiement hypothécaire, il y a une partie capitale qui est remboursée, qui diminue ma dette, puis il y a une Mhm. portion intérêt. Ouais, exactement. Donc là, toi, quand tes locataires te payent, toi, tu payes la banque, leur intérêt, mais tu aussi rembourses du capital. Donc ça, c'est du cash qui dort, qui Mhm, t'appartient. mhm, Après un an, tu aurais payé 14 800 de ton hypothèque. Donc, tu ne l'as pas reçu en cash liquide, mais c'est de l'argent quand même que tu fais. il paye Donc, l'immeuble. dans tes analyses, il faut que tu comprennes bien la capitalisation. Fait que si je compare l'immobilier avec la bourse, la crypto, exemple, les trois, ils ont de la plus-value. J'achète une action, mon but, c'est qu'elle prenne de la valeur. L'immobilier, mon but, c'est que ça prenne de la valeur. La crypto, c'est que ça prenne de la valeur. Mais quand on rentre dans la capitalisation, le fait d'aller chercher de l'argent de la banque et de le faire payer par quelqu'un d'autre, ça, il n'y a pas ça en crypto ni à la bourse. Tu peux Là. pas aller voir Ah, la banque et dire prête-moi du cash pour que j'achète des actions de Tesla. Donc, mhm, pourquoi l'immobilier, la capitalisation, elle est forte? C'est que c'est mes locataires qui payent ma dette et je m'enrichis à travers ça. Donc, j'imprime de l'argent à tous les premiers du mois pour payer une dette pour m'enrichir encore plus. mhm. Donc, capitalisation, c'est très, 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 très important en immobilier. Mais en fait, c'est que des chiffres. Exact. C'est que des chiffres. C'est juste que si tu ne les comprends pas, tu pourras Mhm. jamais voir le rendement derrière. Donc, tu pourras pas prendre une bonne décision avec de l'intelligence financière.
Les gens qui achètent des immeubles, pour la plupart, Jean-Pierre, ne comprennent pas ce que je t'explique. Ils achètent parce que, un peu comme toi, tu te dis, shit, faut que j'investisse. Qu'est-ce qui a démontré à travers le temps que ça fonctionne? C'est l'immobilier. Mais ils ne comprennent pas réellement à quel point c'est fort. Fait que le jour où tu fais ce shift-là et que tu comprends ça, ben, toute ta perspective de l'argent change. Donc là, tes moves changent. Fait que prise de valeur, capitalisation, c'est les deux premiers. Le numéro 3, c'est le cash flow. Le cash flow, lui, c'est celui que les gens regardent beaucoup. Pourquoi? Parce que à la fin du mois, c'est ça que tu as dans tes poches, réellement. Mais là, la réalité en immobilier, c'est le suivant. Tu peux pas vouloir la plus-value au maximum, la capitalisation au maximum, l'effet de levier au maximum, le meilleur rendement, de pouvoir refinancer et en plus avoir un fou cash flow. It doesn't make sense. Si Ouais. par contre tu me dis, Jean-Pierre, j'ai 10 millions, j'achète des immeubles cash, OK, oui, là tu vas avoir du cash flow, tu n'as pas de dette. Mais quand tu pars avec rien, tu vas gagner sur la valeur, tu vas gagner sur la capitalisation, tu vas gagner sur le levier. Mais le cash flow, pas tant, surtout au début. Fait que dans mon exemple, encore ici, du 4 logements, l'immeuble se paye tout seul en ce moment. Il fait 84 et 92. Tu vas-tu lâcher ta job parce que tu as acheté un premier quatreplex? Donc, le cash flow en immobilier, oui, on veut que nos immeubles se payent. Mais au début, vu que je mets peu d'argent et que je vais chercher beaucoup de dettes, je ne peux pas m'attendre à faire plein de cash flow. Maintenant, est-ce qu'il y a des manières d'augmenter le cash flow? Oui. Comment? Ben, on regarde comment je peux optimiser mes revenus. Donc, dans mon exemple ici, je le sais que mes loyers, ils sont à 1237,75 en moyenne, mais que dans ce secteur-là, je peux aller chercher 5% de plus. OK, c'est bien. Donc, je vais passer de 85 pièces à 345. C'est bon. Mhm. Mais encore là, est-ce que je lâche ma job? Non. Fait qu'on veut toujours améliorer le cash flow de ces immeubles, c'est normal. Mais ce qui m'intéresse le plus au début, c'est pas le cash flow. Parce que je joue sur le long terme. Donc, l'immobilier, c'est un véhicule qui s'adresse à ceux qui veulent jouer à long terme. Celui qui a 100 000 live, dans la situation ici, 110 000 pour faire ce projet-là, puis qui veut, son élément numéro un d'investissement, c'est le cash flow, il va jamais acheter cet immeuble-là. Mais en même temps, c'est qu'il n'a pas compris l'immobilier. Mhm. Parce que l'immobilier, si tu joues avec le levier, tu peux pas espérer avoir énormément de cash flow. Maintenant, est-ce qu'il y a des stratégies qui peuvent encore augmenter le cash flow? Oui. On peut aller vers des modèles, exemple, de location à la chambre. Donc, au lieu de louer ton 5,5 tout seul, tu loues 3, 4 chambres, tu transformes ton salon en chambre, puis tu fais 4 chambres. Fait qu'au lieu de louer, on va dire 1500, ben, tu peux louer 600 pièces, 700 pièces la chambre, tu es rendu à 2800 pour ton logement. Ok, Fait qu'il y a je vois. toujours des stratégies qu'on peut utiliser si on veut améliorer le cash flow. Donc, un investisseur qui débute puis qui veut bâtir un parc immobilier, tu ne regardes pas le cash flow. Tu regardes la création de valeur, tu regardes le refinancement, tu regardes le levier, tu regardes la plus-value. La personne, elle, qui est plus du style gambler, get rich quick, je veux un sprint, lui, il va regarder juste le cash flow. Donc, si tu as le profil marathon, tu veux bâtir à long terme, tu es quelqu'un qui est patient, l'immobilier, c'est parfait. Oui, tu veux du cash flow, tu veux que tes immeubles se payent, mais c'est pas ça que tu regardes en premier. Celui, par contre, qui est, je sais pas moi, il est à 75 ans. Lui, la vie, c'est live. Il n'est pas là pour bâtir. Lui, il est là Mhm. pour cash out. Ben lui, Mhm. peut-être que cet immeuble-là va pas l'intéresser parce qu'il n'y a pas de cash flow live. Fait que je dis pas Ouais. qu'il y en a un qui est bon ou moins bon. Je veux juste que tu comprennes c'est quoi l'impact de l'un versus l'autre. Donc, généralement, c'est soit je veux bâtir, j'utilise le levier, le minimum d'argent, je travaille sur le long terme, Mhm. ou si je veux vraiment du cash flow court terme,
ben, je vais employer une stratégie différente pour maximiser ça parce que, exemple, je déteste ma job puis je veux de l'argent tout de suite. Hmm. Fait que c'est de toujours aligner ton objectif avec ce que tu veux faire. Mais, locatif en immobilier. Ici, si je prends la bourse puis la Non. crypto, il n'y a pas de cash flow. Il faut que tu vendes. Là, tu vas me dire, oui, Mhm. mais Thierry, il y a certaines actions qui peuvent t'émettre des dividendes. C'est vrai, il y en a certaines, mais ce n'est pas la plupart. Maintenant, on arrive au numéro 4 qui est l'effet de levier. L'effet de levier, je pense, c'est quand même un des plus puissants. Pourquoi? Parce que, dans le fond, avec l'effet de levier, tu vas venir utiliser l'argent de la banque pour aller chercher un actif, une valeur beaucoup plus gros que ta mise de fonds. Fait que, on prend l'exemple d'un premier plex, mettons dans ton cas un duplex. 5% de mise de fonds, c'est 25 000. Jean-Pierre, avec 25 000, tu contrôles 100%. Tu es propriétaire de 100% de quelque chose qui vaut 500. C'est complètement crazy. Il n'y Hmm. a aucun autre business que ça existe. Si là, ils vont veut faire une business, puis on a besoin de 500 000, tu ne vas jamais me dire, ouais, Thierry, rentre avec moi, mets 25 000, puis je te donne 100% du projet. Hmm. Ça n'arrivera jamais. Il y a juste en immobilier que les banques sont prêtes à rentrer comme partenaires à 95%. Donc, ce levier-là n'existe pas en crypto, n'existe pas en bourse. Je ne peux pas arriver avec 25 000 en bourse puis dire, hey, donne-moi 500 000 d'actions Tesla. Je ne peux pas arriver avec Hmm. 25 000 de Bitcoin puis dire, donne-moi 500 000 de valeur de Bitcoin. Mais en immobilier, je peux arriver avec 25 000 et sortir avec un immeuble de 500 000, 100% à moi. C'est pas... Hmm. Ouais, c'est fou quand même. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement l'effet de levier? Ben, dans le fond, tu mets une petite partie d'argent qu'on appelle la mise de fonds et tu viens chercher 100% de la valeur. Donc, toi, pour ton duplex, tu mets 5%, c'est ça ton investissement. La Mhm. banque va mettre 95 plus ta prime, c'est ce qu'on appelle le levier, mais l'actif, lui, Mhm. est à 100% et qui est propriétaire, c'est toi. Donc, l'effet de levier, c'est le principe de mettre peu pour avoir tout. Donc, je mets 5% pour avoir 100% de l'actif. Fait que j'ai pris un exemple ici. Genre, c'est fou quand même, avec 5%, Ah, genre, tu peux avoir le contrôle de... 100% de l'immeuble. Fait que tu vois ici, excuse-moi, je le veux sur PDF. OK. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est ça. Fait que, mettons que j'ai 34 900 dans mon compte de banque, puis on fait l'exercice, on le place. Mettons que je trouve une action qui performe bien, papa, puis j'ai un rendement de 10%. Fait que j'ai mis 34 900 année 1, je ressors, j'ai fait 3 490. C'est bon jusque-là? Mhm. J'ai pris le même montant, je suis allé en crypto. Là, j'ai été dans quelque chose de beaucoup plus risqué. Ça a fonctionné pour moi, j'ai fait 20% de rendement. Donc là, j'ai fait 6 980 sur la même mise. Mais qu'est-ce qui se passe en immobilier? Je mets le même montant, 34 900. Avec ça, je peux acheter un immeuble, un duplex à 600 000. Avec mon pire scénario de 2% de valeur, je fais 11 980 with no gambling.
juste par ce qu'on a vu tantôt, qui est basé sur l'offre et la demande, sur des concepts démographiques, mathématiques. C'est pas sorti de mon chapeau. Mhm. La plus grosse différence dans les trois, c'est quoi? C'est que la bourse et la crypto, peu importe le rendement que tu le fais, c'est juste sur le cash que tu investis. Alors qu'en immobilier, j'ai mis 34 900, mais je fais de la plus-value sur 600 000. Donc, l'immobilier, lui, pourquoi il est incroyable? C'est parce que je fais du rendement sur 100% de l'actif alors que j'ai mis une petite partie de la mise de fonds. Mais en plus de ça, Ça va jusque-là? ouais, ouais. Plus de ça, dans la bourse et la crypto, il y a plus de risques. Mettons, Exact. Ton 10 puis ton 20 de crypto que je t'ai mis là, j'ai mis des... Mais mais mettons, on s'entend que mettons, c'est bien plus risqué. ouais, exactement, mais mettons si comme ça peut crash tout, mais dans l'immobilier, est-ce que ça peut crash ou, non, jamais, hein, ou, Pour que l'immobilier crash au Canada, Jean-Pierre, il faut que les banques crashent. eh, Aux c'est États-Unis, impossible. il y Ben, a genre, on est loin de ça. on est loin de ça. Il manque de logements. L'immigration en ce moment, elle n'est pas partie à pleine capacité. Le Canada a tellement de territoires qu'il peut construire de plus. Donc, notre démographie est tous qu'on voit depuis les années, depuis que tu es né. As-tu vraiment vu un problème immobilier au Canada? Depuis, Non, OK, je vais aller plus simple. Depuis que tu es à Saint-Léonard, as-tu vu un loyer baisser? non. Donc, pourquoi la valeur des immeubles baisserait si tous les loyers augmentent? Mm. Par contre, Jean-Pierre, si tu achètes une maison où est-ce que tu payes, tu n'as pas de revenus, là, c'est pas la même chose. Non, t'es quoi? Là, oui, tu as acheté à la COVID surenchère, tu as payé 100 000 de plus, bravo, tu as ta maison. Demain matin, tu veux revendre, tu ne vas pas nécessairement vendre à 600 000. On reste toujours dans immeuble à revenus collectés. Ah, bah, Donc, c'est est-ce deux qu'il y a un choses risque différentes. réel? C'est ça. Est-ce qu'il y a un risque réel que la valeur de ton bien diminue si tes loyers augmentent? Selon moi, non. Et même si ça, Jean-Pierre, même si sur papier, la valeur de mon actif baisse, mon loyer, lui, ne baissera pas. Les gens vont continuer à me payer. Donc, au pire, je ne vends pas puis je continue à collecter mes loyers. Fait que mon pire scénario en immobilier, c'est quoi? C'est que je fais de l'argent sur la plus-value, mes locataires payent ma dette, puis je fais un peu de cash flow. C'est mon pire scénario. Parce que Comme ça. j'achète pas l'immeuble dans le but de le revendre demain matin. C'est pas ça ma game, là. Je fais pas de la spéculation. Je suis un investisseur. C'est une Mm. grosse différence, Jean-Pierre, acheter un Mhm. immeuble et être un investisseur. C'est vraiment ça. Maintenant, augmentons les chiffres. Maintenant, je mets 100 000 à la bourse. Puis j'ai gardé les mêmes rendements. Je suis rendu à faire 10 000. Mon même 100 000 à la crypto, je fais 20%, je suis rendu à 20 000. La même mise de fonds de 100 000, je la mets sur un actif à 1 million, je fais aussi 20 000. Donc, la question que je dois me poser, c'est effectivement, je pourrais peut-être faire 20% sur mon cash en crypto. Je pourrais peut-être. Mais en immobilier, en regardant juste l'effet de levier, je le sais que je peux faire le même rendement qu'un véhicule beaucoup plus risqué. Pourquoi? Parce qu'en mettant 100 000, je fais de la valeur sur le million direct. J'ai pas à espérer que j'ai déjà une bâtisse que je sais qu'il vaut 1 million, qu'un évaluateur a évalué 1 million et que la banque m'a financé sur 1 million. Mhm. Sur là, le gambler va dire, ouais, mais Thierry, en crypto, c'est plus quick. Mm. Oui, ça peut monter plus quick, comme ça peut drop plus quick. Alors Mm. que mon immeuble d'1 million, il n'y a aucun immeuble d'1 million demain matin qui vaut 500. Mon pire scénario, c'est qu'il prend 2%. Donc, everything is about perspective and understanding the concepts. Fait que le plus Exactement. important à retenir pour toi à cette étape-ci, c'est l'effet de levier, dans le fond, il vient amplifier mon rendement parce que je contrôle 100% de l'actif. Je deviens un partenaire avec la banque. En ce moment, pour les consommateurs, la banque, c'est l'ennemi. Ah, les taux d'intérêt sont chers. Ah, les cartes de crédit sont chères. Mais
Tu es allé la voir quand tu n'avais pas d'argent. Mm. Viens la voir maintenant quand tu veux investir pour faire de la business, c'est autre chose. Là, c'est ton ami. D'autres. Tu bâtis plus de richesse Exactement. avec ton capital, avec l'effet de levier, le fait que je peux mettre un peu pour aller chercher beaucoup. En plus, je peux utiliser l'argent de la banque pour aller acheter 100% de la valeur de l'immeuble. Comme je t'ai dit, trouve-moi un partenaire qui va mettre 95% du cash, puis il va dire, tiens, Jean-Pierre, garde 100% de la business. Ça n'arrive pas. Juste en immobilier. Et en plus de ça, l'effet de levier, je peux C'est l'avoir même fort. si je n'ai pas la mise de fonds parce que je peux toujours aller chercher des partenaires. Donc, techniquement, quand tu comprends l'immobilier, Jean-Pierre, tu es illimité. Tu es illimité Mm. d'argent de la banque parce qu'elle va toujours vouloir prêter à des bonnes personnes pour faire de la business. Et les gens autour de toi qui ne comprennent pas l'immobilier et qui ont du cash, ils veulent travailler avec du monde pour s'enrichir. Donc, moi, quand j'ai compris ça, c'est là que j'ai fait la mathématique. J'ai dit, attends, si j'amène l'argent de la banque, je développe mes skills, puis je trouve des bons projets, je vais ramener les partners, boum, j'ai plus de limite. Fait que le 50 Mhm. millions que je te parle aujourd'hui, quand j'ai commencé, je ne voyais pas 50 millions. Moi, j'ai acheté un premier condo, j'ai économisé de 15 à 22 ans, j'ai mis 44 000, je connaissais rien. Fait que là, mon premier cash flow, c'était 20 pièces. Puis là, je me suis dit, fuck, c'est nice, mais si je veux 5 000 pièces, il faut que j'achète 250 condos. Ça m'a pris 7 ans en acheter un. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. J'avais pas compris le levier. Mm. Si j'avais compris Ok. le levier, j'aurais acheté un quatreplex puis j'aurais pas acheté un condo. Ou je me serais mis avec des Ouais. partenaires, j'aurais acheté un 8 ou un 12 logements. Mais j'avais pas les Et tu aurais... connaissances. Ben, en fait, parce que So, pour que tu pars, ouais, pour que tu pars plus rapidement, c'est en utilisant des partenaires, genre. Ils comprennent bien exact, l'effet levier. exact. Mais même sans partenaire, juste si j'avais compris l'effet de levier, Mhm. j'aurais pris mon même cash et j'aurais acheté minimum un quatreplex. Hey, avec 44 Mm. 000 en 2013, Jean-Pierre, c'est Ah. sûr que je m'achète minimum un triplex. Mhm. En Parce plus, que tout même seul. moi, quand j'ai acheté en 2015, mon premier duplex, triplex, j'ai payé 350 000. Imagine-toi. Fait que si 3 ans plus tôt, j'avais 44 000 piastres, hey, c'est sûr, j'aurais pu mettre 10% sur un triplex ou quadplex. Mm. Mais bon, quand tu sais pas, tu sais pas. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Puis là, le jeu que tu as compris, Jean-Pierre, c'est, tu as deux options. Soit tu te casses la tête toute seule à essayer de tout comprendre, ou tu trouves la personne qui l'a déjà fait, qui t'explique tout. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que Oui, mais je me suis Jean-Pierre, pas lancé, genre, je me suis pas lancé comme ça, genre. c'est bien, Et mais ça fait t'es, comme. t'es un, t'es un parmi peu qui font ce genre de réflexion-là. La plupart des gens, Mm. tu sais, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils pensent comme des consommateurs, donc ils se disent, pourquoi je vais payer pour me former? Je préfère prendre cet argent-là, le mettre sur ma mise de fonds, puis aller tout de suite sur le terrain. Je dis, OK, c'est bon, mais ça va te coûter combien en temps et en erreur? Tout ce que tu comprends pas. Mm. Non, c'est exactement ça. Parce que là, moi, ce que je fais, c'est que je te short 15 ans Mhm. en une slide ou deux. Toi, pour refaire ce que j'ai fait, ça te reprendrait 15 ans. Parce que tu sais pas ce que je sais. Même plus. Tu comprends? Fait que c'est là où c'est vraiment important de, oui, l'immobilier, mais il faut le comprendre. Fait que tu as compris l'appréciation, tu as Mhm. compris la capitalisation, tu as compris le cash flow, tu as compris l'effet de levier, tu as compris le contrôle. Le rendement maintenant en immobilier, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Donc, j'ai trois façons de gagner mathématiquement de l'argent en immobilier. Le cash flow, la capitalisation et la prise de valeur. C'est ce qui me donne mon taux de rendement interne. Donc, à chaque immeuble qu'on analyse, Jean-Pierre, à la fin de la journée, on va toujours se demander, j'ai investi combien pour faire combien? Donc, dans ce cas-ci, j'ai investi 110 000, année 1, j'ai fait 33 827, j'ai fait un rendement sur mon argent de 30. Est-ce que ça a valu la peine de faire ce projet-là? Ben oui. Exact. Donc, si l'inflation cette année-là était à 3 ou à 4 j'ai fait 25 de plus.
Je suis très good. Et Mais qu'est-ce voilà. qui se passe si j'avais gardé mon 110 000, puis je me suis dit, ouais, mais là, c'est de la perte l'immobilier, je fais juste 85 pièces par mois. J'aurais pas acheté d'immeuble. Je garde mon 110 000, mais l'année suivante, mon même 110 000, je peux acheter pour 105, 104. Mais je le vois pas, je le sais pas. Et les immeubles continuent à grossir. Donc, Fait que quand même. juste le fait de comprendre ce que je viens de te montrer là, tu le sais à partir de maintenant que tu as le contrôle sur ta situation financière. C'est mathématique. Si l'inflation est à 4,5 puis que moi, je m'arrange pour faire 30, je vais toujours m'enrichir, je vais toujours être plus riche. Exact. Mais si je suis un consommateur, puis j'achète des choses sur des cartes de crédit, puis des restos, puis des voyages, puis je paye 20 d'intérêt, ben là, je suis en train de me tuer. Parce que non seulement je fais pas d'argent, j'en économise pas, je paye des dettes sur des trucs qui prennent pas de valeur. Non, tu restes C'est dans le là le rat cycle. race. Exactement. Donc, le dernier élément qui manque, c'est le refinancement non imposable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À chaque fois que je vais chercher de la dette, on ne peut pas me charger de l'impôt. Donc, ça, c'était Euh, plus-value. On va prendre le même exemple ici. OK. Fait qu'est-ce qui se passe si à l'année 3, je décide de vendre dans mon scénario 1? On est d'accord que j'avais payé 500 000, mhm, il vaut 530 000. Fait que ça, c'est mon profit, c'est bien ça? mhm, Parfait. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite après? On va appliquer un gain en capital. Donc, 50% de ça va être ajouté sur tes revenus, puis tu vas mhm, payer ton impôt. OK? Si maintenant, je te dis que je peux faire un refinancement, je vais rechercher 80% de la valeur, on va me reprêter 424 483. Est-ce que je vais payer de l'impôt si on me reprête de l'argent? J'ai pas compris. Je répète, mon option 1, j'ai acheté mon Plex 500 000, 3 ans plus tard, il vaut 530 000. Mon option 1, Ok. c'est de le vendre. Si je Mhm. le vends, je vais faire un profit Des de 30 000. 30 364. La Mhm, moitié de ça, ils vont l'ajouter sur mon salaire, puis je vais me faire imposer. mhm, On est d'accord. mhm. Maintenant, si je fais l'option 2, je garde la bâtisse, je ne la vends pas, je refinance. Est-ce que je vais payer de l'impôt sur un refinancement? Non. Non. Pourquoi? Parce que le refinancement sert à faire quoi? À payer la première dette. Je l'ai acheté 500 000, j'avais une hypothèque d'environ 475 000 plus frais CHL, on va dire qu'il me reste, ah non, non, 400 000. Donc, tu as ça en refinancement, tu rembourses ta première dette. Le 24 000 ici, est-ce que je vais payer de l'impôt? Non. Donc, ici, je vais payer environ ça, tout dépendant de ton taux. Ici, vu que c'est de la dette, je paye zéro.
Donc, le même immeuble, j'ai décidé de le vendre. Oui, j'ai fait un profit, mais j'ai laissé 8 000 partir en impôts. Ici, avec le refinancement, je repaye mon hypothèque. Le cash que je fais ici, il est libre d'impôts et je peux le réinvestir. Le refinancement non imposable. Fait que là, quand tu fais des projets sur des millions, tu fais des millions puis tu ne payes pas d'impôts. C'est légal parce que tu es un partenaire de la banque. Fait que surtout dans le multilogement, c'est ce qui m'a permis de bâtir ce que j'ai bâti.